Bonsoir à tous, bonsoir Azouz Begag. Bonsoir. Vous êtes écrivain et chercheur, mais aussi ministre français de l'égalité des chances de 2005 à 2007. Vos parents, Azouz Begag, sont originaires de Sétif. Vous êtes revenu en Algérie, je pense, au milieu des années 60. Comment était ce premier contact avec la terre de vos ancêtres ? C'est marrant que vous me posiez cette question, c'est vrai, parce qu'il y a quelques minutes, là, je suis allé sur le port d'Alger, où j'ai vu le bateau qui nous emmenait pour la première fois en 1964, et le train aussi de la gare d'Alger, où nous allions pour prendre cet express nous emmenait à Sétif, qui mettait 12 ou 13 heures à l'époque. Ça a réveillé beaucoup de jolis souvenirs en moi. Et quand nous sommes arrivés à Sétif en 1964, j'ai vu au stade de Sétif, on nous avait tous invités, enfin c'est ma mère qui m'a emmené, pour voir le président Ahmed Ben Bella, qui faisait un discours. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait une cravate. Il avait un joli costume et une belle cravate. J'étais tout petit, je voyais ça, je me suis dit, si le président algérien il a une cravate comme ça, c'est que le pays est vraiment libéré, là, c'est vraiment l'indépendance. C'est le souvenir que je garde de mon premier voyage en Algérie en 1964. Il faut dire également, Azouz Begag, que étant originaire de Sétif, votre famille, votre entourage sont très habités par les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata du 8 mai 1945. Ce sont des événements qui vous ont profondément marqué avec votre famille. Moi, j'ai l'impression que je suis né avec ça, avec ce traumatisme. Ce traumatisme qui a fait que nos parents n'ont rien dit, parce que chez nous, ils disent facilement « Chilifet mat ». C'est pas la peine de parler, alors que nous, on a besoin de savoir. Mon père disait aussi « Celui qui garde fermée la bouche ne risque pas d'avaler des mouches ». Ça veut dire aussi « Laisse tomber ». Et nous, on était désireux de savoir ce qui s'était passé à Sétif. Mon père était présumé né en 1917 et ma mère présumée née en 1900, la même chose, présumée née en 1917. Et donc, cette Algérie coloniale là, dans laquelle ils ont vu les massacres de Sétif lorsqu'ils avaient 30 ans, pas 5 ans, 30 ans, ça a été un gros traumatisme pour eux qui nous ont transmis. Donc pour moi, je suis algérien de Sétif, c'est pas comme être algérien de l'Ouest, par exemple. Là, c'est vraiment des massacres terribles qui ont duré des mois et qui ont traumatisé toute une région et qui m'ont donné une certaine vision de la France et de ce que signifie être un occupant colonial dans cette Algérie des années 60. Ces massacres de Sétif, Guelma, Kharrata ont provoqué en vous quelque chose et chez votre famille, ça a changé les choses à jamais. Ah oui, complètement. Et notamment mon rapport à la France. Et mon rapport à cette France qui, lorsqu'en 2005, décide à l'Assemblée nationale de rendre compte des aspects positifs de la colonisation française en Algérie. Non, non. Moi, je disais toujours, cette colonisation, comme toutes les autres, c'est un viol. On ne peut pas, après un viol, dire qu'il y a eu des effets positifs pendant les viols et la violence. Non. La colonisation française en Algérie et toutes les autres colonisations, c'est une effraction à main armée dans les valeurs d'un pays, dans le patrimoine identitaire d'un pays, souvent pour des motifs pécuniaires, pour l'argent. Hein. C'est pas pour civiliser, c'est pour l'argent. Et donc ça a fait de moi un homme en colère pour toujours contre le fait colonial, évidemment. Vous parlez de la France de 2005, celle de 2025, c'est encore pire, Azouz Begag. C'est une France qui glorifie encore plus la colonisation. Pourquoi sommes-nous arrivés là ? C'est à cause d'une indigestion. À cause d'une indigestion. J'imagine que les gens qui sont partis d'Afrique du Sud aussi, et qui ont laissé le pouvoir à Nelson Mandela, tous les gens qui ont dû quitter les pays qu'ils aimaient tant, naguère, parce que la lumière était éclatante, l'Orient était si charmant, les femmes si belles, les gens si gentils. Mais non. Mes parents sont nés en Algérie analphabètes, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas appris la langue française. Ils ont vu à la naissance que c'était la disparité sociale entre les Européens qui étaient en Algérie et eux qui étaient ce qu'on appelait les indigènes. Non, c'était pas beau, c'était pas rêvé, c'était pas oriental,
c'était une misérable oppression des plus pauvres. Et je suis né avec cette colère viscérale qui est en moi, mais qui m'a permis à moi de me venger contre l'analphabétisme de mes parents, contre la pauvreté de mes parents, lorsque, en France, j'ai décidé de travailler dur à l'école pour acquérir la langue française comme un butin, dirait l'écrivain Khattab Yassine, et me débrouiller avec ça, voilà, pour plus tard devenir ministre du gouvernement français, dans le gouvernement présidé par Jacques Chirac, de Dominique de Villepin. Et c'est difficile d'être ministre, de servir un pays, la France, qui a commis un des pires colonialismes de l'histoire. Après, oui, bien sûr, parce que je suis rentré au gouvernement. Vous avez deux choix quand vous rentrez dans un gouvernement comme ça. Soit de manger les miettes qu'on vous tend, en disant « Mais monsieur, vous êtes d'origine algérienne, certes, né sous le joug colonial à Lyon, mais sous le joug colonial quand même. Mais enfin, vous êtes ministre, vous devriez remercier la France. Non. Ou alors être en colère toujours et vouloir se démettre à chaque fois. Non, je pense que je suis devenu ministre grâce à l'école de France, grâce à mes profs de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, et que l'acquisition de la langue française et des connaissances scientifiques liées à ma présence en France depuis toujours a fait de moi un homme capable d'aller dans un gouvernement et de porter la parole, non pas des Algériens de France, mais la parole des plus déshérités, des victimes de l'inégalité des chances dans un pays comme la France, qui est un pays, depuis 1789, qui fait l'égalité entre tous les citoyens. Vos parents, Azouz Begag, tenaient vraiment à vous donner la meilleure éducation. C'était un peu un défi qui vous a été lancé. Ouais, les pauvres, mettez-vous à leur place. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas écrire, même pas parler français. Ils ont tout misé sur vous. Bon, ils étaient certains que j'avais Dieu au-dessus de moi, ou une étoile en tout cas, et que les profs m'aimaient tellement, que j'avais une telle niaque pour pouvoir apprendre, qu'ils m'ont donné à l'école de France, en disant à l'école, vas-y, occupe-toi de lui, fais-en quelqu'un de connu, qu'il porte le nom de Begag avec toute la dignité que l'école lui aura apportée. C'est comme ça que j'ai réussi. Je ferai tous les jours l'éloge des enseignants, jusqu'à la fin de ma vie. Et de la lecture, bien sûr. Il faut préciser également que vous avez obtenu la nationalité algérienne avant d'obtenir la nationalité française et que jusqu'en 1989, vous étiez un étranger en France. Bon, j'aime beaucoup le statut d'étranger. Je sais pas, ça m'apporte quelque chose. Et notamment l'idée de me battre toujours pour être accepté par les Français, non plus en qualité d'étranger, mais en qualité d'écrivain, de travailleur, de je ne sais quoi. Et je nourrissais avec tous mes cousins, mes frères, mes sœurs, l'espoir un jour de rentrer fil bled. J'entendais parler Thawra Zaraïa, Thawra Shtira. Donc votre objectif était de retourner un jour en Algérie, pour y vivre. Plus que ça, pour participer à la révolution boumédianiste avec Ma'al-Fallahin, avec les pauvres. Nous, au lycée, nous, à l'université, on allait travailler dans un élan socialiste et communiste à la construction de l'Algérie indépendante. C'est sûr, hein, c'était vraiment très porteur à cette époque. Vous vous rendez compte que 40 ans après, c'est le contraire. Il y a beaucoup de gens d'Algérie, du Maghreb, d'Afrique qui font le chemin inverse, c'est-à-dire traversent la Méditerranée pour retourner de là-bas en Europe pour essayer de se construire eux-mêmes. Comment ça s'explique selon vous ? D'abord par la démographie, je trouve. L'Algérie dont on parle, elle avait 9 millions d'habitants en 1960. Aujourd'hui, il y en a 5 fois plus. Hein. Il faut toutes les infrastructures. Il eût fallu que toutes les infrastructures, l'école, le logement, les routes d'Alger soient adaptées à ce quintuplement de la démographie. Ça n'a pas été le cas parce que c'est allé trop vite. Et puis ensuite, la Terre tourne tous les jours et le monde tourne avec elle. Les relations entre les pays tournent aussi. L'histoire tourne. L'interprétation de l'histoire tourne aussi.
Azouz Begag, vous avez une anecdote aussi que vous allez nous raconter avec détail. Vous avez failli être enrôlé dans l'armée algérienne. Vous auriez pu être général aujourd'hui. Non, je crois pas. Non, nous avions des problèmes à cette période dans les années 70. C'est que on pouvait aller en Algérie en vacances, parce qu'on allait tous les étés à Sétif. Mais on n'était pas garanti de pouvoir revenir, parce que les douaniers, les policiers nous demandaient toujours le waqt safar. Le papier jaune, là, le jaune, tu sais, le jaune, c'était celui du service national qu'on devait effectuer en Algérie. Cette idée me dépassait complètement. J'étais étudiant en France. Et on nous proposait de venir pendant 2 ans faire un service national militaire. Obligatoire. Oui, en Algérie, parce qu'on était algériens. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'étais en pleine ascension universitaire. Je ne pouvais pas venir dépenser 2 ans de ma vie. Au contraire, ces 2 années que je dépensais en France pour acquérir des diplômes et des connaissances scientifiques en électricité, en électronique, en informatique, j'aurais pu les mettre au service de l'Algérie. Et donc, figurez-vous que je ne suis pas venu en Algérie pendant 20 ans à cause de ce truc-là, ce symbole. Warqat Safra. Safra. Le jaune, je le déteste depuis. Et c'est quand j'ai eu des cheveux blancs, j'ai commencé à retourner en Algérie, mais c'était dommage. Azouz Begag, l'actualité évidemment du moment, c'est le SILA, le Salon international du livre d'Alger. Vous venez de sortir un nouveau livre qui a été présenté au SILA. Ce livre s'appelle Les yeux dans le dos. C'est une histoire passionnante qui se passe à Damas, juillet 1860. 2 jeunes garçons, Ibrahim musulman et Elias chrétien, entrent dans la ville. Le premier est aveugle et porte dans son dos son ami paralytique. L'un a les jambes, l'autre les yeux. Leur complémentarité les a amenés à nouer une belle et solide amitié et fraternité. Et Azouz Begag, qui dit 1860 en Syrie, dit automatiquement un personnage algérien qui a joué un rôle important dans cette période dans ce pays, qui est L'émir Abdelkader, bien entendu, Wald Mouhyiddin. C'est un personnage qui m'a fasciné très tôt. Hein. Il y a une 20aine d'années, j'ai commencé à lire beaucoup sur cet émir Abdelkader. C'est un ami curé de Lyon, le père Christian Delorme, qui m'avait initié à ce personnage. Et j'ai tout lu de lui, pratiquement. C'est un homme qui a passé des années et des années à fuir l'armée française qui le poursuivait et qui avait dans sa smala 20-30 000 personnes des tribus de l'ouest algérien qui l'emmenaient avec lui pour combattre les Français, et toujours au centre de cette organisation géographique de la smala. Il y avait la bibliothèque, tous les livres de l'émir Abdelkader, il les emmenait avec lui pour les protéger. C'est incroyable, ça. C'était un symbole pour moi tellement fort. J'ai toujours fait, depuis que je suis né, l'apologie des livres et de la lecture. Iqra, Iqra, c'est mon slogan. Parce que je trouve que la lecture, c'est une ouverture pour l'esprit des enfants et des plus grands spectaculaire. On ne peut pas rater ça dans sa vie. Lire, ouvrir des livres et s'envoler, devenir un oiseau, devenir un savant. Et c'est cela qui m'a le plus plu dans l'émir Abdelkader. Donc un jour, mon éditeur, il y a 2 ans, m'a proposé une photo où on voit le Ibrahim Muslim A'ma, aveugle, qui porte dans son dos un paralytique, Elias, qui n'a pas de jambes. Et tous les deux, ils accordent leur handicap pour aller chaque jour dans les rues de Damas chanter. Et ils chantent d'une manière, ce jour-là, le 7 juillet 1860, de manière magique, magnifique. Ils ont subjugué 200 ou 300 personnes devant eux, de toutes les religions, en entendant cette voix magique. Et c'est le jour où le succès arrive avec les piastres, l'argent, qu'ils rencontrent l'ambassadeur de l'émir Abdelkader, Sibrahim, qui leur dit « Ce que vous faites là, vous le chrétien et les musulmans, ça plaira beaucoup à mon maître l'émir Abdelkader qui habite à côté. Venez, je vais vous emmener. » Et il les emmène chez l'émir et ils trouvent la fortune et ils trouvent le bonheur absolu. Et le jour même de leur succès, éclatent les massacres des chrétiens de Damas
commis par les musulmans dans lesquels l'émir et les Algériens vont intervenir. D'ailleurs, c'est l'événement qui a rendu l'émir Abdelkader connu dans le monde entier. C'est le fait que lors de ces massacres de juillet 1860 à Damas, l'émir Abdelkader a sauvé des milliers de chrétiens qui allaient être massacrés par les musulmans, notamment par les Druzes. Comment s'est passé cet épisode? Parce que je crois qu'il aimait beaucoup les chrétiens. Dans cette Algérie coloniale, il avait, je crois, avec son père, acquis cette disposition pour aimer les autres, et notamment les chrétiens. Il aimait les chrétiens, et voir ce massacre qui commençait à Damas en juillet 1860, ça lui a provoqué un élan de sympathie et un élan naturel, œcuménique, d'aller les défendre. Et moi, en lisant tellement de choses sur cette période-là, de juillet 1860 à Damas, et que de voir que ces Algériens à cheval, c'était les hommes des chevaux, l'émir Abdelkader aimait beaucoup les chevaux, aller avec le sabre à la main défendre les chrétiens et empêcher les Turcs et les Druzes et d'autres musulmans sunnites et chiites de tuer les chrétiens, ça me donnait une certaine fierté. J'étais content de voir que cet émir, qui était là seulement depuis 5 ans, envoyé par Napoléon III, je crois, et qui avait comme mission de représenter les intérêts français entre Damas et Beyrouth, là-bas. Et qui avait souffert pendant toute la durée de son exil, notamment en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, qui arrivait à Damas dans des conditions très, très fastueuses, parce qu'il avait des bourses du gouvernement français importantes, et il représentait les intérêts français contre les intérêts des Anglais, qui, eux, défendaient les musulmans et les Druzes. Et là, la popularité de l'émir explose dans le monde entier. Il est admiré par les grands chefs d'État, notamment le président américain de l'époque, Abraham Lincoln. Et ce sauvetage de ces chrétiens fait de l'émir Abdelkader un personnage mondialement aimé, respecté et admiré. Ah oui, c'est surtout aussi, c'est ce qu'on lit aussi dans votre livre. Oui, c'est un personnage, un érudit. C'est un type qui connaît énormément de choses, qui lit tous les jours. Il prie tous les jours, il lit tous les jours. Il a un message d'humanisme extrêmement puissant à cette époque. Et c'est en arabe, l'arabe, il ne parlait même pas français. Et c'est ce message qui a été entendu par toutes les nations du monde où habitaient les chrétiens et qui ont tendu la main à cet homme qui lui-même avait tendu la main aux chrétiens. C'est un homme passerelle. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, finalement, une ville dans la région de l'Iowa, qui s'appelle Abdelkader City, lui est dédiée, et j'y suis allé 2 fois, invité par des Algériens qui habitent là-bas, et ça m'a fait penser à cette France qui ne connaît pas l'émir Abdelkader, parce qu'il y a encore cette idée de tenir cette histoire de l'Algérie loin du peuple. La ville d'El Kader dans l'Iowa, c'est-à-dire que l'aura de l'émir est partie jusqu'aux États-Unis. Ma question très importante sur l'émir Abdelkader Azouz Begag, vous êtes devenu un spécialiste. Comment vous expliquez aussi toute cette somme de critiques contre l'émir qui viennent d'Algérie, à cause de sa reddition, du fait qu'il a vécu dans des châteaux? Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a une méconnaissance de l'histoire de l'émir et surtout de son courage, parce que c'est le seul qui a combattu les Français pendant 17 ans? Non, je pense surtout c'est un homme de culture, d'immense culture. Mais les critiques? Au nom de cela, tous les Algériens devraient être reconnaissants à cet individu. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Moi, j'en sais rien. Qui n'est pas critiqué en Algérie? Depuis le début, il y a une... Enfin, oui, il y a eu cette immixtion de l'identité française dans l'identité algérienne, fait qu'on dit toujours des Français qui sont toujours en train de râler, en train de critiquer tout. Mais quand vous dites qui n'est pas critiqué en Algérie, par exemple, en Algérie, on ne critique pas les héros de la révolution du 1er novembre 1954. Mais on critique l'émir Abdelkader qui a combattu la France pendant 17 longues années, qui a été le premier à le faire. Alors, il y a quelque chose de très important qu'il faut expliquer, ou peut-être faire partager avec les Algériens, c'est que quand il a arrêté la guerre, en 1847, là-bas dans la région, la reddition, c'est vers Ouaran, là-bas, tu vois. Bon sang, il a donné le kalma, il a donné sa parole. Chez nous, les Algériens, c'est un thème sacré quand tu tends la main à quelqu'un. Le kalma, c'est sacré. Mon père était un homme de kalma. Quand il donnait sa parole, il la tenait
jusqu'au bout. Et quelle parole avait-il donné, De ne l'émir? plus jamais revenir en Algérie et de ne plus jamais se mêler des affaires françaises en Algérie. Il n'est jamais revenu. Seulement en 1883, mort. Mais c'était un homme de parole. Et je crois qu'il faut... Plutôt en 1965. Sa dépouille est revenue en 1965. Ah non, c'est sa mort, pardon, c'est Ouais. sa mort en 1883. Voilà, je crois qu'il faut se rendre compte de cela. C'est un homme pieux, immensément pieux, qui a dédié toute sa vie à Dieu, à la défense de l'islam et à la défense de la connaissance de l'islam. Et qui donne aux Français qui l'ont vaincu sa parole, qu'il accepte de partir et d'aller, comme ils lui ont promis, dans un pays musulman, à Konya, en Turquie, je crois, et qui en fait l'ont trahi. Mais ce sont eux qui l'ont trahi, c'est pas lui. Lui, il a tenu parole et c'est tout à fait respectable. C'est important de parler de la trahison. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur ceux qui ont trahi l'émir Abdelkader. Qui l'a vraiment trahi pour un peu l'obliger à faire marche arrière? Alors, Mouhyiddin, quand il l'a nommé Le père. le père, quand il avait 14, 15 ans, 16 ans, Sultan al-Gharb, le sultan de l'Ouest, et qu'il a invité tous les patrons des tribus à venir cautionner, légitimer la nomination de L'allégeance, oui. Il a dit, son père lui a dit, tu vois, celui-là, sa main que tu ne peux pas couper pour l'instant, baise-la en attendant. Son père lui disait, ils vont essayer de te trahir dès qu'ils le pourront, parce que chacun d'entre eux veut devenir l'émir de la région. Et donc, il lui apprenait déjà à être paranoïaque vis-à-vis de la trahison que nourriront forcément les patrons des tribus là-bas contre lui. Donc, vous voulez dire que l'émir Abdelkader a aussi été victime de trahison interne? Bien sûr, bien sûr. Mais tous les gens d'abord, tous les gens qui veulent le pouvoir, les gens qui veulent commander, diriger un pays, une révolution, ils savent très bien que les premiers dont il faut se méfier, pour lesquels il faut avoir les yeux dans le dos, ce sont les proches. Et le rôle des tribus Merci. marocaines, est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe que l'émir Abdelkader a aussi été trahi par les Oui, Marocains? oui, mais il faut voir que les pauvres Marocains de cette époque étaient complètement sous la férule des Français et des intérêts français. Et donc que les Français aient utilisé les divisions entre les voisins algériens et marocains à cette période, franchement, il n'y a rien d'étonnant. C'est de la politique, ça. C'est de la politique. Ce n'est pas simplement de l'histoire où des gens qui sont gentils d'un côté, chez l'émir Abdelkader, et des gens qui seraient méchants du côté. Non, c'est la politique. Celui qui gouverne, s'il veut gouverner, il faut diviser les gens qui sont autour de lui et les monter les uns contre les autres pour que toi, tu puisses organiser l'ensemble. Et ça, la trahison, c'est un fait qui est complètement inhérent au pouvoir. Il a été accusé aussi, l'émir Abdelkader, pire que de s'être rendu, il a été accusé d'être franc-maçon. Alors, Azouz Begag, Ouais. l'émir Abdelkader était-il un franc-maçon? Alors, fondamentalement, non. Non. C'est impossible. Pourquoi y a-t-il son portrait dans la Grande Loge à Paris? Je pense que c'est plus par amitié. Est-ce qu'il a été approché pour devenir franc-maçon? Oui, ben par voie de courrier, par des lettres. Par voie postale? Oui, il y a peut-être des gens qui sont venus, mais c'était complètement contraire à sa philosophie, au cœur de laquelle il y avait Allah. Chez les francs-maçons, non, c'est pas ça la philosophie. C'est plutôt les humains et entre eux rétablir et renforcer les liens d'humanité entre les êtres, non pas en passant par les dieux. Donc je pense que les francs-maçons touchés par l'œcuménisme de l'émir Abdelkader, sa relation entre les musulmans et les chrétiens, cette volonté de rapprocher ces deux communautés, ont séduit beaucoup de francs-maçons à travers le monde. Mais les francs-maçons, ce ne sont que des humanistes qui favorisent de tout temps les relations humaines entre les êtres. Donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Il favorise aussi l'athéisme, c'est ce qui fait que peut-être l'émir Abdelkader ne pouvait pas aussi être franc-maçon à cause de ça. C'est clair. Mais moi, de voir beaucoup de gens qui se réclament de la franc-maçonnerie et dire que l'émir Abdelkader était un frère
Parce que ce sont des frères entre eux, les francs-maçons. Comme des camarades. C'est akthar, plus que camarades, c'est des frères. Moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Dès l'instant où on parle de fraternité et de rencontre entre des frères, que ce soit dans la franc-maçonnerie ou dans une religion, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un très joli mot, et il faut le laisser tranquille, ce mot. Il n'y a pas de danger avec lui. L'émir Abdelkader était-il islamiste? Non. C'était un musulman, hein. Et surtout un musulman tous les jours qui disait autour de lui « Lisez, s'il vous plaît, lisez, lisez ». Un jour, il y a un paysan qui l'a arrêté alors qu'il était à cheval avec ses troupes. Et un paysan qui l'a arrêté, il lui a dit « Émir, regarde, j'ai trouvé des livres pour toi. Est-ce que tu veux les garder et éventuellement me donner quelques pièces pour acheter à manger ?» Il dit « Non, 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 ces livres, tu vas les lire, tu vas les garder, tu vas les lire et les faire lire à tes enfants. Et la prochaine fois que je vais passer là, je vais te poser des questions sur les livres que tu voulais me donner et on verra si tu as fait œuvre de piété. On verra si tu t'es cultivé comme je le proclame partout dans notre pays. C'est formidable. Iqra. J'aime beaucoup ce mot, hein. Le Coran commence par cela. Il faut lire, il faut se cultiver, il faut aller en Chine, si le savoir est en Chine. Il faut aller parcourir la planète pour aller chercher le savoir, si c'est là-bas, dans tous les coins de la planète que se trouve le savoir. Mais s'enrichir avec le savoir et avec la lecture. Moi, je suis en plein dans le sillage de l'émir Abdelkader. Et de Ibn Arabi, bien sûr. Et de Khawarizmi dont vous parlez aussi. Oui, j'aime beaucoup Al-Khawarizmi parce que c'était un monstre de la mathématique. Il y a 1000 ans, Al-Khawarizmi, que les latins ne pouvant pas prononcer Al-Khawarizmi, disaient algorithmi. Et c'était le père des algorithmes. C'est incroyable, ça. Et quand j'écris ça dans le livre, parce que mes deux handicapés marchent vers la ville centrale de Damas, vers la mosquée des Omeyyades, et ils passent devant le mausolée d'Ibn Arabi. Et voilà, Ibn Arabi, c'est aussi le père de la philosophie d'Abdelkader. Et moi, j'ai glissé dans les dialogues Al-Khawarizmi en disant mais vous savez, Ibn Arabi, c'est un musulman, mais il y avait aussi Al-Khawarizmi. Et alors, l'aveugle dit « Shkon hada Al-Khawarizmi » et il lui explique. Mais quand il lui explique, moi, je veux que les lecteurs, les jeunes lecteurs, dans les cités, par exemple, lisent en disant « Ah, algorithme, c'est un arabe. » Eh oui, c'est comme algorithme. Et que tout d'un coup, ils aillent voir qu'est-ce que c'est un algorithme. Pourquoi c'est un arabe qui a inventé ça, un musulman, et deviennent mathématiciens grâce à moi. C'est exactement ce que je cherche. Est-ce que vous pensez, Azouz Bega, que les Algériens ne connaissent pas assez l'histoire et l'œuvre de l'émir Abdelkader? Bon, les Algériens ont de la chance aujourd'hui, en 2025, d'avoir l'intelligence artificielle. S'ils n'ont pas le temps pour aller s'interroger sur ce qu'on a dans l'émir Abdelkader, ils peuvent demander à l'intelligence artificielle. En 1 minute, ils vont tout lui raconter sur l'émir Abdelkader. Il faut juste avoir la curiosité de se replonger aujourd'hui dans le tumulte de la relation diplomatique Algérie-France. Ça vaut le coup de rentrer dedans et d'aller voir qui étaient les gens des passerelles qui faisaient la liaison entre eux. Et l'intelligence aujourd'hui est un outil formidable, hein, pour aider tous ces 45 millions de jeunes Algériens là, à s'intéresser, bien sûr, au Fennec. Inch'Allah, ils vont aller très loin dans les compétitions à venir, mais aussi, pourquoi pas, à l'émir Abdelkader. On s'intéresse plus au football qu'à l'histoire. Oui, je ne sais pas pourquoi. J'allais utiliser le mot trait d'union, mais vous avez bien fait d'utiliser un autre mot, c'est celui de passerelle. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2025, finalement, l'émir Abdelkader était la dernière vraie passerelle entre l'histoire algérienne et l'histoire française? Non. Il y en a plein d'autres, hein, aujourd'hui. Beaucoup d'autres. Celle-là, c'est une figure mondiale. Bon, vous me direz, Zinedine Zidane, c'en est une aussi. Hein. La jeune fille, Neyla Semour. Kayla Nemour. Kayla. Iman Khelif, aussi tous ces gens
sportifs de niveau mondial aussi font la liaison entre la France et l'Algérie. Iman Khalif est algérienne, mais Kalen Emour, effectivement, Oui, est mais- franco-algérienne, comme Oui, Zinedine oui, Zidane. oui. Tous ces gens qui parlent français quand même. Iman aussi, je pense elle parle aussi un français mieux que l'anglais. Ce sont des passerelles. Hein. Parce que quelqu'un qui est un super sportif, ou alors un super rappeur comme DJ Snake. Snake. Tous les gens qui aiment la musique, ils aiment DJ Snake, et sans le savoir, ils font la liaison entre deux pays, deux registres linguistiques, deux mondes, et c'est cela, subrepticement, tranquillement, ces gens-là qui font la relève. Moi, j'ai beaucoup pensé, j'ai grandi avec Rachid Taha Yarrayah, douce France, cher pays de mon enfance. C'était un passeur formidable, Rachid, Allah yarahmou, formidable. Et qui est aujourd'hui enterré du côté de Sig, là-bas, pas très loin du lieu de prédilection de l'émir Abdelkader et de la famille Mouhyiddin. C'était la chanson Idir, Fellag. Quel grand monsieur, qui a été le héros de mon film Le Gon du Sha'ba. Et le précurseur de tous les nouveaux humoristes français aussi. Magnifique Fellag, quel grand monsieur. Les gens, je ne suis pas sûr que tout le monde sait qu'il est d'origine algérienne, né à Zfoun, là-bas en Kabylie, à côté de Tixir. Mais c'est sa langue française. C'est sa capacité à produire de l'humour, à faire rire des gens de tous les côtés, qui donne ce titre d'ambassadeur de la fraternité à ces individus. Et on les en remercie. Il n'y a pas que l'émir Abdelkader. Azouz Begag, avant de passer à la relation algéro-française, une dernière question sur l'émir Abdelkader. Selon vous, que reste-t-il aujourd'hui de son héritage, d'abord? Et est-ce que ses descendants continuent à jouer un rôle aujourd'hui, pour certains que vous connaissez, dans la promotion de la mémoire de l'émir Abdelkader? Oui, toute la famille Boutaleb là, que je vois active sur ce terrain continue, oui. Le défi, c'est de faire passer l'héritage de l'émir Abdelkader avec l'érudition, avec la culture, avec l'homme des livres. De la faire passer aux jeunes. C'est ça le challenge, le défi. C'est pas de se gargariser entre nous, les adultes, alors on est bien. Non, non, non. C'est clac, passer le relais aux jeunes et avec 2 ou 3 symboles. 2 ou 3 symboles, c'est, voilà, j'ai 18 ans, en Algérie, en 1830-35, et je combats la colonisation naissante des Français en Algérie. Au nom de mon intégrité territoriale, je combats pour l'identité de mon pays, de ma tribu, de ce que je suis, de ma religion, et je m'oppose au colonialisme. Et deuxièmement, je m'oppose et je prends le glaive, je prends le sabre pour lutter contre l'ennemi, mais profondément en moi, Émir Abdelkader, je suis un poète. J'écris des poèmes sur la nature, sur la vie, sur les chevaux. Je lis tous les jours, pendant des heures et des heures, je me cultive. Je suis un ami, dit-il, de Ibn Arabi, qui écrivait « Tous les chemins sont circulaires et ne mènent finalement qu'à soi-même. Je fais du bien, ça me revient. Je fais du mal, ça me rattrape. » La vie, c'est pas hier, aujourd'hui, demain, là. C'est circulaire. Tu fais du bien, ça te revient. Tu fais du mal, ça te rattrape. Cette logique, ce raisonnement, il est magnifique pour aider les êtres humains à toujours rester dans le chemin où faire du bien, ça nous revient et ça continue comme ça. Semer des graines fécondes avec le savoir, la connaissance, féconde pour l'humanité. C'était l'un des grands humanistes du 19e siècle, l'émir Abdelkader. Et quand on parle de la descendance de l'émir Abdelkader, s'il y a un descendant qui retient vraiment l'attention et l'admiration, c'est bien l'émir Khaled, qui a joué un rôle très important au niveau du mouvement national et qui est pour certains, Azouz Begag, le vrai précurseur du mouvement national avant Messali Hadj. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai. Mais vous savez que moi, je vous ai parlé aussi d'un descendant qui s'appelle Abderrazaq. Oui. Abderrazaq,
Abdelkader, qui s'est, lui, converti au judaïsme. Qui est devenu juif. Oui, il est devenu juif et il est enterré en Israël, dans un kibbutz, quelque part. J'invite tous nos amis qui regardent notre émission. C'est incroyable, hein. Voilà jusqu'où va l'œcuménisme chez les Abdelkader. C'est une famille très nombreuse, très diverse. Et finalement, c'est une famille de la Terre, de la planète. Il n'y a aucune raison qu'ils aient suivi le même chemin. Ils sont partis dans des sens différents. L'émir a vécu dans les châteaux, notamment dans celui d'Amboise à la fin. Mais pas dans de très bonnes conditions. Mais non, c'était terrible, dans les conditions horribles. D'ailleurs, beaucoup de membres de sa famille sont décédés pendant cet exil. Voilà. Et il y a 11 tombes, très jolies tombes décorées par notre ami Rachid Koreichi, qui sont dédiées à la famille, aux enfants de l'émir Abdelkader, sur l'esplanade du château d'Amboise. Elles sont très jolies. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent dans ces régions de la Loire, très belles régions des pays de la Loire, les châteaux, et qui font connaissance avec l'histoire de l'émir Abdelkader et les tombes qu'il a laissées là-bas. Cela nous amène évidemment à parler de ces tensions entre l'Algérie et la France. Azouz Begag, vous avez parlé de passerelles. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que toutes les passerelles se sont effondrées entre l'Algérie et la France depuis maintenant plus d'une année? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Non. La relation franco-algérienne, elle a été toujours basée depuis l'indépendance sur des vicissitudes, hein, sur des variations d'amplitude émotionnelle très importantes, des clashs et l'amour dans la strate suivante. C'est une relation toujours complexe, qu'il l'est aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, comme il y a un mouvement très important en Europe qui est celui de l'engagement des peuples contre l'immigration, et notamment contre l'immigration venue de pays arabo-musulmans. En gros, mais habounash. Voilà, mais habounash. Pourquoi? C'est toute l'histoire. Mais tout ce qui représente l'islam, les musulmans, les arabes, ça leur fait penser au Liban, à la Syrie, à l'Irak, à tout ce monde difficile que les Européens ne comprennent pas et qu'ils ne veulent plus comprendre aujourd'hui parce qu'il y a une immigration de plus en plus importante dans ces pays-là. Pourquoi une immigration de plus en plus importante? Parce que les Européens ne font plus d'enfants. Ils ne font plus d'enfants. Je leur dis ça, mes amis. Si vous ne voulez plus d'immigration, faites des enfants. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus d'immigration et ils ne font pas d'enfants. Donc ça apporte des soucis supplémentaires à des Européens qui voudraient bien rester entre eux dans leur identité et pas être embarrassés de l'arrivée massive de cette immigration. Eh bien, les hommes politiques dans ces pays, ils s'appuient sur ces peurs hollandaises, allemandes, françaises, italiennes, portugaises aussi, pour gagner des élections. Ils font de la politique. On ne peut pas les en empêcher. Ça va durer. Ça va durer encore quelques années et après, ça va se calmer. Mais quand on voit cette quasi-rupture entre l'Algérie et la France, par quoi elle est causée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'une certaine manière la cause du Sahara occidental, donc la reconnaissance de la marocanité par le président français le 30 juillet 2024? Il y a aussi l'affaire Boualem Sansal. Alors selon vous, qu'est-ce qui a le plus balancé et joué dans cette quasi-rupture? Non, ça pour le coup, l'affaire du Sahara et l'affaire de Boualem Sansal, ce sont les derniers avatars de la complexe relation entre les deux pays. Mais il y en avait d'autres avant, et notamment pendant la décennie noire. C'était un moment extrêmement glacial pour tout le monde. Et il y en aura d'autres. Moi, je pense que tant qu'il y a encore des nostalgiques de l'Algérie française, louach, il y a beaucoup de gens qui ont 80 ans, 90 ans aujourd'hui, qui regrettent ce pays, pensent-ils qu'on leur a volé, qu'on leur a pris, alors que c'était à eux, et qu'on transmis ces louach, qui ont transmis leur colère d'avoir été dégagés, pensent-ils, à leurs enfants qui eux-mêmes, quand cette relation toxique, émotionnelle du cœur va disparaître, elle va faire place à une relation plus nuancée, plus sérieuse, et que les Algériens de France et les Maghrébins en général de France voteront
de plus en plus, c'est-à-dire deviendront des électeurs et comprendront que c'est par les élections et le vote qu'on prend la parole, ça va changer. Mais c'est paradoxal parce que vous dites qu'il y a les Français qui ne pardonnent pas leur départ d'Algérie. Or, c'est normalement aux Algériens de ne pas pardonner 132 ans de colonisation. Voilà, il y a ce besoin viscéral de pardon aussi, il est de nos côtés. Mais vous allez voir, bah oui, avec les décennies, tous les Zemmour et tous les pompiers pyromanes là, qui alimentent là, Robert Ménard à Béziers, qui alimentent le feu entre les communautés sur la base d'une rage, incroyable rage intérieure. Quand ils disparaîtront, la France sera soucieuse d'autres préoccupations qui viendront plus importantes. Je pense à l'écologie, par exemple. Je sais pas, de plus en plus d'incendies partout, dus au réchauffement climatique, qui deviendra une question centrale. Les plastiques partout dans le monde. Alors là, la relation franco-algérienne va s'apaiser et les gens vont se focaliser sur des dimensions humaines qui seront beaucoup plus rassembleuses que ne le sont aujourd'hui. Et qui dit pardon dit aussi repentance. Est-ce que vous pensez, Azouz Begag, que le renouveau de la relation algéro-française peut ou doit passer par des excuses officielles de la France pour ce qui a été commis en Algérie? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je pense que la colonisation, c'est un viol. On ne peut pas s'excuser après. Il faut organiser une relation unique, exclusive, parce qu'on est condamné, Français et Algériens, du fait de cette histoire invraisemblable, pour protéger nos enfants des deux côtés, à recoudre le lien et à soigner les blessures, pour faire en sorte que nos enfants s'aiment, se marient ensemble, pour que nos enfants reconnaissent, Inch'Allah, le futur patron de l'équipe de France de football, Zinedine Zidane, comme un Français, et que les Algériens continuent de le voir comme un Algérien, et que tout le monde y trouve son compte, finalement, lorsque l'équipe de France, ou les Fennecs, avec Lucas, le fils Zidane, et que tous ces binationaux algériens qui sont chez les Fennecs, apportent leur savoir-faire, un savoir-faire mixte des deux côtés. Et c'est comme ça que dans 50 ans, les liens vont se recoudre et l'histoire continuera d'avancer vers d'autres préoccupations. Nous sommes à 1 an et demi de l'élection présidentielle française. Est-ce que vous pensez que les communautés maghrébines et particulièrement algériennes doivent s'inquiéter dès maintenant de ce qui pourra advenir en France en 2027? Non, là je vous rassure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, j'invite tous nos téléspectateurs à se focaliser sur ce que l'Italienne Giorgia Meloni est en train de faire depuis 2 ou 3 ans en Italie. Elle est arrivée avec Matteo Salvini, le patron d'un groupe raciste qui s'appelle Fratelli d'Italia. Les frères l'Italie, les Italiens, en vitupérant contre l'immigration, l'islam, blablabla, blablabla. Elle a gagné. Et maintenant, elle dirige l'Italie. Elle a d'excellentes relations avec les Algériens. Et elle a régularisé 1 demi-million de personnes. Voilà. Parce que les Italiens ne font plus d'enfants et que les immigrants sont ultra utiles aujourd'hui pour la continuation de l'économie italienne, de la même manière que les Africains le sont pour l'Espagne et l'industrie agricole de l'Espagne. Vous allez à Rome aujourd'hui, Wallah al-Adim, vous allez dans un restaurant à Rome, il n'y a pas d'Italiens qui travaillent dans les restaurants, qui vont vous servir, qui vont dans la cuisine, le cuisiner. Vous allez voir, moi je demande toujours là-bas quand je suis, Tamnin, where are you from? Tunis, Djazair, Bangladesh, Pakistan. Mais dans quelques années, l'immigration dans les pays européens va devenir un bien rare. Ils vont se battre, les Européens, pour avoir un maximum de migrants chez eux qui vont apporter leur main. Même en Allemagne, ils en ont fait rentrer 1,5 million ou 2 millions. C'est Angela Merkel, il y a quelques années, 10 ans, avec des Syriens et des Irakiens, pour avoir de la main-d'œuvre. Parce que l'industrie allemande de voitures et l'industrie allemande de la machine-outil a besoin de main-d'œuvre.
Les Allemands ne font plus d'enfants, donc il faut trouver de la main-d'œuvre et les former et leur apprendre la langue allemande, etc., etc. Et ça va devenir, dans les années à venir, un bien rare, l'immigration. Donc ils vont se battre. Vous allez voir. Les yeux dans le dos, c'est donc le titre de votre dernier livre aux éditions d'Aliman, présent au Salon international du livre d'Alger et dans les librairies en Algérie et en France. Merci Azouz Begag d'avoir été notre invité. Vous êtes écrivain-chercheur et ancien ministre français de la promotion de l'égalité des chances. Merci à vous et à la semaine prochaine.